Il est donc 14h30 et nous sommes à une demi-heure des questions au gouvernement que vous allez vivre en direct sur LCP. Place maintenant au débat des députés. Et pour ce débat aujourd'hui, j'accueille Marietta Karamanli. Bonjour, vous êtes députée Nouvelle Gauche de la Sarthe. Face à vous, Laurent Pietraszewski. Bonjour, vous êtes député La République En Marche du Nord. Bienvenue à vous. Ensemble, nous allons donc débattre des questions qui vont être posées au gouvernement. Ludovic Faux, nous vous retrouvons depuis les 4 colonnes. Vous avez pu les consulter. Sur quel sujet les députés vont-ils interroger les ministres ? Alors d'abord, ce sera une séance un peu particulière, puisqu'on vient d'en parler, comme hier, et avant la journée internationale des droits des femmes demain. Eh bien, ce n'est pas François de Rugy qui présidera la séance, mais l'une des vice-présidentes de l'Assemblée nationale, en l'occurrence la députée Les Républicains Annie Genevard. Par ailleurs, pour l'occasion, toutes les questions du groupe majoritaire La République En Marche seront posées sur des thèmes liés à ce sujet des droits des femmes. Concrètement, il y aura par exemple une question sur la verbalisation des outrages sexistes ou encore sur l'égalité salariale. Alors bien sûr, d'autres groupes poseront eux aussi des questions sur des thèmes liés aux droits des femmes. Ce sera le cas notamment du MoDem et de l'UDI. Et puis parmi les autres sujets du jour, le groupe LR posera une question sur le pouvoir d'achat et le groupe GDR posera lui une question sur la réforme de la SNCF. Voilà Marion pour quelques-uns des thèmes qui seront abordés tout à l'heure dans l'hémicycle. Merci à vous Ludovic. Et vous l'avez dit, à la veille de la journée internationale des droits de la femme, les questions au gouvernement seront donc l'occasion de questionner ce gouvernement sur la situation des femmes, égalité salariale ou encore violences subies, représentativité. Ludovic Faux, vous êtes avec Guillaume Gouffier-Cha, le député La République En Marche du Val-de-Marne. Oui, Guillaume Gouffier-Cha, qui est le chef de file du groupe majoritaire La République En Marche au sein de la délégation aux droits des femmes. Alors concrètement, quelles vont être les questions, les thèmes abordés tout à l'heure dans l'hémicycle ? Alors concrètement, déjà, vous venez de le rappeler, l'ensemble des questions du groupe La République En Marche seront consacrées cet après-midi à la question du droit des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Très concrètement, ce sera un point sur la grande cause que le président de la République a déclaré au début du quinquennat, une question sur la verbalisation de l'outrage sexiste, une question également sur l'égalité salariale, une autre sur la lutte contre la précarité salariale des femmes et enfin 2 dernières questions, l'une sur la place des femmes dans la communauté scientifique et une dernière sur les violences faites aux femmes en situation de handicap. Alors on voit bien le symbole que représente une telle séance avec ces questions sur les droits des femmes. C'est sans doute nécessaire, mais est-ce que c'est utile ? C'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est la grande cause. On le voit aujourd'hui, des sujets se posent. Il n'est pas normal que dans notre pays, il y ait encore un niveau si élevé de violence sexuelle et sexiste. Il n'est pas normal qu'il y ait un écart si important de salaire entre les femmes et les hommes. Il n'est pas normal non plus qu'il y ait des disparités au sein des couples sur les tâches ménagères. Il n'est pas normal que les femmes soient principalement touchées par la précarité salariale. Et donc il est important, à travers cette séance de questions au gouvernement, de souligner ce qu'est la réalité de la grande cause de ce quinquennat, c'est-à-dire de l'ensemble des actions que nous menons pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour le droit des femmes à travers l'ensemble des périmètres des politiques publiques. Ce genre de séance, avec des prises de parole, oblige le gouvernement à obtenir des résultats, à avancer plus vite et plus fort ? Il l'oblige effectivement, mais la séance des questions au gouvernement est une séance de contrôle et c'est un moment où le gouvernement peut faire un point sur son action, nous dire où il en est et où il va. Et donc ce sont des séances bien entendu utiles et nécessaires. Merci Guillaume Gouffier-Cha. On écoutera bien sûr les réponses du gouvernement tout à l'heure dans l'hémicycle. Merci à vous Ludovic Faux. Marietta Karamanli, pourquoi en est-on toujours là aujourd'hui, en 2018, à évoquer la question du droit des femmes alors que des lois existent ? Des lois existent, mais elles doivent être complétées, adaptées, renouvelées. Donc ça veut dire que finalement, le combat pour les droits des femmes n'est pas terminé. Et je pense que devant nous, il reste encore pas mal de mesures à prendre. La question seulement, c'est que il faut peut-être déplacer parfois la question des droits des femmes. On les aborde souvent par les questions de violence, comme là, il va être question prochainement avec le texte. Lutter pour les droits, lutter contre les violences dont les femmes sont victimes, c'est lutter contre les inégalités.
tout simplement. Ça veut dire que pour moi, les questions des droits des femmes doivent être au cœur de toutes les politiques publiques, qui passent par l'éducation, qui passent par la culture, et qui se déclinent par la suite avec des mesures de justice, de sécurité et de protection. Donc vous voyez, le débat doit être plus global que uniquement sur les violences faites aux femmes, si on veut vraiment trouver la vraie place pour les femmes dans la société. Laurent Pietraszewski, une cinquantaine de mesures doivent être annoncées demain lors d'un comité interministériel à Matignon. Est-ce que justement cette question des inégalités va être prise en compte par le gouvernement, par la majorité ? Bon, je ne vais pas là faire les annonces qui seront faites demain, mais on a déjà un certain nombre de pistes qui sont apparues et puis d'ailleurs qui sont remontées du terrain, puisque vous savez que notre secrétaire d'État aux droits des femmes, Marlène Schiappa, a aussi fait remonter du terrain au travers d'un tour de France un certain nombre de propositions concrètes et d'actions concrètes qui visent à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc cette cinquantaine d'actions concrètes, en tout cas, moi j'en ai au moins une ou deux en tête qui ont pu déjà être évoquées. Je crois que la notion de référent dans les établissements scolaires sur l'égalité est une notion importante et intéressante. Je crois que le milieu scolaire, c'est vraiment l'endroit où on construit le creusot de notre République. C'est là où on apprend à vivre la différence dans toutes les formes de diversité. Je crois que le genre est une forme de diversité. Et je crois que les petits garçons, les petites filles, puis les jeunes ados aussi, et les jeunes adultes qu'on trouve dans les établissements scolaires, au collège ou au lycée, ont sans doute aussi à apprendre, et c'est le bon moment d'ailleurs pour apprendre au moment de l'adolescence de ces différences entre les unes et les autres. Dans la vie quotidienne, les stéréotypes ont la vie dure. Marietta Karamanli, c'est par l'éducation qu'il faut passer. Alors oui, honnêtement, moi je fais partie du groupe de travail sur le harcèlement de rue. C'est un exemple. Et dans les mesures que j'ai proposées et j'ai contribué, c'était finalement d'abord de faire une évaluation. Nous partons souvent, et ça c'est un mal qu'on a connu même avant, hein, donc c'est pas forcément par rapport au gouvernement d'aujourd'hui, c'est que nous partons souvent avec des mesures, avec des textes, sans avoir fait l'évaluation de ce qui existe déjà. On a un arsenal pénal. Pourquoi il n'est pas appliqué ? Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Donc, si on veut trouver vraiment la confiance avec la population, avec nos concitoyens, il faudrait quand même qu'on regarde un peu mieux l'évaluation de ce qui a été fait avant, de ce qui ne fonctionne pas pour le corriger, de ce qui fonctionne pas parce qu'il n'y a pas eu les moyens nécessaires de formation, par exemple, d'accompagnement. Et l'éducation sur la question des droits d'égalité, tout simplement, femmes, hommes, démarre pas au collège et au lycée, c'est déjà trop tard. Dès la crèche, dès la maternelle, où effectivement on apprend le rapport à l'autre, le respect à l'autre. Je regarde les sociétés scandinaves, ça fonctionne beaucoup mieux en termes de droits, d'égalité, femmes-hommes. Ici, nous avons encore des comportements un peu sexistes, de postures, et quelquefois qui donnent des droits à certains qui ne devraient pas forcément exercer parce que ce n'est pas un droit. Est-ce à vous, hommes, femmes politiques, députés, de donner l'exemple également, Laurent Pietraszewski? Oui, d'ailleurs, pour faire peut-être la suite à votre question tout à l'heure, mais peut-être que l'État, je crois que c'est Marlène Schiappa qui dit ça, mais je crois qu'elle a raison. Je crois que l'État a été un peu trop suiveur en matière d'égalité femmes-hommes. Je pense qu'il est important, il est nécessaire qu'il montre l'exemple. Alors, voilà, je dis ça parce que c'est aussi le cas pour les élus que nous sommes, de montrer l'exemple. Et oui, c'est important d'ailleurs dans la façon dont on approche, peut-être nous aussi, les débats dans l'hémicycle. François de Rugy rappelait que on fait partie des assemblées en Europe qui sont les plus féminisées, puisqu'on a près de 40%, pas tout à fait 40, mais presque, près de 40% de femmes dans l'hémicycle. Le groupe auquel j'ai la chance d'appartenir, on en a près de 47%, 48%. Donc voilà, il y a un vrai renouvellement. Je crois que d'ailleurs dans notre pays, il y a eu une prise de conscience d'ailleurs que ce renouvellement passe aussi par toute la place qu'on doit faire aux femmes, y compris dans ces fonctions électives et ces fonctions décisionnaires. Je donnerai juste un tout petit exemple complémentaire. Quand je travaillais précédemment, avant de faire cette mission de député, il y a encore quelques mois dans une grande entreprise, je travaillais sur
le management et je travaillais sur l'émergence des femmes dans ces grandes entreprises. Et un certain nombre d'éléments permettaient de dire qu'en fait le management, l'accompagnement, la capacité à animer les projets, les équipes, eh bien c'est une qualité naturelle qui apparaît chez les femmes. Et je vous le partage bien volontiers. On faisait ensemble le pari que le management serait féminin demain. Et ce qui ne veut pas dire que c'est à l'exclusion des hommes, car on a tous une part de féminité, une part de masculinité. Hein. Et la responsabilité, si je peux me permettre, la responsabilité des politiques, c'est quand on a une parole, avoir aussi une action qui correspond. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, moi j'aimerais bien voir dans les nominations, je prends l'éducation nationale, je prends les recteurs, les responsables, qu'il y ait autant d'hommes et de femmes. On a réussi à avoir ce prorata précédemment. Il ne faut pas le fragiliser et je crois que les noms qui circulent actuellement dans les prochaines nominations, c'est beaucoup plus des noms masculins que féminins. Plus de femmes, on l'entend dans l'administration, mais Exactement. aussi, par exemple, dans les grands groupes du CAC 40. Le message est passé, on écoutera bien évidemment le gouvernement. On va poursuivre ensemble avec la question des prisons. Hier, Emmanuel Macron a plaidé pour des peines alternatives à la prison pour les faibles condamnations. Ludovic Faux, vous êtes en direct des 4 colonnes avec Pierre Morel à l'huissier, le député UDI Agir et indépendant de Lozère, qui va interpeller le gouvernement sur ces peines de prison alternatives. Oui, Pierre Morel à l'huissier, sur cette question de la prison, quelle question allez-vous poser au gouvernement? Je vais poser la question dans le débat qui est à l'heure actuelle sur le milieu carcéral, le milieu pénitentiaire. J'ai bien vu les annonces, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas l'orientation sur les prisons ouvertes. J'ai été avec Jean-Marie Bockel, qui était le secrétaire d'État il y a quelques années sur les prisons, en visite en Finlande. J'ai eu l'occasion avec la commission des lois récemment d'aller au Danemark. C'est un concept innovant qui correspond à des évolutions intéressantes aujourd'hui. Alors on verra quelle réponse vous fait le gouvernement sur ce sujet. Plus globalement, qu'avez-vous pensé des annonces d'Emmanuel Macron hier en matière de politique pénale et carcérale? Je suis plutôt favorable. Je considère qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème sur la procédure pénale. D'ailleurs, tous les avocats, les magistrats le disent. Il faut alléger tout ça. Et puis, sur le milieu carcéral et sur la réponse sur la peine, il y a des adaptations, il y a des systèmes alternatifs, le bracelet notamment, mais d'autres dispositifs qui peuvent aujourd'hui... Qu'est-ce que vous voulez faire de peine de 15 jours, 3 semaines? Est-ce qu'il faut mettre en prison des personnes? Vous savez, l'impact psychologique de la prison se fait sentir dès les 15 premiers jours. Donc attention à mettre des personnes qui doivent quelque chose à la société, une punition. Mais la prison quand même est une orientation aujourd'hui très difficile qui ne respecte pas la dignité de l'être humain. Merci Pierre Morel à l'huissier. On verra tout à l'heure si le gouvernement est prêt à avancer notamment sur cette question des prisons ouvertes. Merci à vous Ludovic Faux. Laurent Pietraszewski, les annonces du président hier, est-ce un abandon de la préférence carcérale? Ouais, les annonces du président de la République sont des annonces qui, d'ailleurs, sont en droite ligne avec les éléments que nous avions développés lors des campagnes présidentielles et législatives. Ce sont des annonces qui, à la fois, permettent de rappeler qu'il y a une exigence lorsque quelqu'un a été condamné de manière à ce qu'il puisse exécuter sa peine, mais il y a aussi une exigence d'humanité lorsque quelqu'un est en situation d'être incarcéré. Et je crois que le président de la République a bien mis le curseur au bon endroit. Il a su rappeler que la prison doit être un lieu, certes, où on vit sa peine, mais qui doit préparer la réinsertion. Or, aujourd'hui, on le sait, j'étais moi-même à la prison de Sequedin dans ma circonscription il y a quelques semaines, où le taux de surpopulation, notamment pour la partie masculine, est proche de 150%. Certes, à Sequedin, pour la partie féminine, c'est raisonnable, il n'y a pas de surpopulation. Mais d'ailleurs, on voit bien que dans ces deux bâtiments, on n'a pas tout à fait d'ailleurs la même possibilité d'accompagnement lorsqu'on est en surpopulation que lorsqu'on est dans un taux d'occupation normal. On voit bien d'ailleurs à Sequedin que pour le coup, dans le bâtiment des femmes, on est sans doute un peu mieux accompagné que dans le bâtiment des hommes, compte tenu des éléments purement quantitatifs. Donc notre société, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle ait des règles, il faut qu'elle les fasse respecter, il faut que cela ait du sens, et il faut le faire avec humanité pour que tous ceux qui sortent de prison, ou en tous les cas le plus grand nombre, ça va être notre objectif, puissent se réinsérer. L'objectif de l'incarcération, c'est de purger une peine parce qu'on a commis une faute au regard des règles de la société, pour ensuite se réinsérer et vivre ensemble.
On a bien compris la philosophie développée. Marietta Karamanli, est-ce ainsi que l'on va désengorger les prisons françaises? C'est l'un des objectifs d'Emmanuel Macron. Ça a toujours été l'objectif, même depuis longtemps, en tout cas depuis le dernier mandat, le mandat précédent. La question, c'est que il faut se poser aussi la question pourquoi finalement des mesures qui étaient déjà prises ne fonctionnent pas. Parce que quelquefois, on peut avoir la volonté d'assouplir, c'est-à-dire de trouver d'autres des peines alternatives, etc., de ramener finalement à une condamnation en prison au-dessus d'un mois, par exemple, ce qui a été proposé. Mais c'est par ailleurs, on constate que si c'est pas mécanisable, ça demande du temps. Et les mesures qui sont prises à la fois par le juge d'application des peines, mais aussi par le service d'approbation, les SPIP que nous avons aux côtés donc des prisons, ça demande un temps nécessaire, des acteurs. Le travail d'intérêt général, par exemple, j'ai visité chez moi le SPIP comme la prison, et ils ne trouvent pas toujours des places d'intérêt général pour pouvoir faire cette insertion nécessaire. Au-delà de ça, nous avons quand même 69 000 détenus pour 59 000 places. Donc, à la fois, ça veut dire qu'il faut continuer à porter des moyens aussi d'accueil humanisé, me semble-t-il, dans nos prisons. Ça veut dire des moyens en personnel, des moyens en termes de place, mais également tout le travail d'insertion qui n'est pas suffisamment. Quelquefois, les peines courtes, aussi, on n'a pas le temps de mettre en place les mesures d'insertion. C'est ça qui nous revient en tout cas des acteurs sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il faut trouver de nouvelles réponses à ces problématiques-là. Accompagner celui qui n'est pas en prison. Comment on l'accompagne aujourd'hui? Quelquefois, il n'est pas tout à fait accompagné comme il faudrait. Emmanuel Macron avait justement promis 15 000 places de prison lors de la campagne. Finalement, ce sera 7 000. C'est un recul, Laurent Pietraszewski? Non, c'est pas un recul. Simplement, alors c'est un recul, parce que vous allez dire 15 000, 7 000, il y en a moins, mais en fait, il y a une réalité de ce qu'on peut construire. Donc le président de la République l'a d'ailleurs bien expliqué. Pourquoi c'est 7 000? Puisque c'est la réalité de ce qu'on peut construire. 15 000, c'était irréaliste. Voilà. 15 000, il semble que nous n'ayons pas les moyens de construire 15 000 places. Donc il y a 7 000 places qui seront construites parce qu'il y a une nécessité effectivement de proposer de nouvelles places. Et il y a effectivement, je crois que notre collègue l'a d'ailleurs abordé là, la nécessité de proposer des peines alternatives. Ces peines alternatives, d'ailleurs, vous l'avez souligné, on en pourrait juste prendre une, c'est celle, par exemple, du travail d'intérêt général qui peut être développé. Je crois qu'il est un élément qui est constitutif d'une expression qu'a la société à dire, certes, vous avez enfreint les règles de la société, vous qui avez été condamné, vous contribuez à quelque chose de positif pour la société en faisant un travail d'intérêt général, en réalisant ce travail. Je pense que là-dessus, d'ailleurs, tous les acteurs doivent se mobiliser. Vous avez souligné, chers collègues, que effectivement, il n'y a pas parfois autant d'opportunités que cela. Les juges, parfois, voudraient bien proposer du travail d'intérêt général en substitution. Ils n'en ont pas toujours. Ça veut dire que les moyens ne sont pas en adéquation? Ça veut dire qu'en tous les cas, si on décide que ça a du sens, et je crois que ça a du sens à titre personnel, et le président de la République l'a exprimé, eh bien il faut qu'on mette les moyens pour que ces peines de substitution soient réalisées dans de bonnes conditions et apportent ce qu'on en attend. C'est-à-dire une évolution de celui ou de celle qui a été condamné, une prise en compte du fait qu'il a été en dehors des règles de la société pour mieux s'y réinsérer demain. Car c'est ça la philosophie, mais pas qu'une philosophie, qu'un objectif. On l'a vu hier, on l'a entendu, l'institution judiciaire est assez critique sur ce projet d'Emmanuel Macron. On entend la volonté politique, mais ensuite c'est aux magistrats de décider, Marietta Karamanli. C'est aux magistrats de décider, mais moi j'entends aussi les différents syndicats de magistrature des magistrats qui expriment finalement un malaise aujourd'hui, y compris les personnels de prison, face au manque de moyens humains pour accompagner et pour faire exécuter en tout cas les différentes peines prononcées. Donc ça c'est quand même un élément essentiel. Et moi ce qui m'inquiète, c'est que dans l'annonce peut-être il y a moins de places qu'annoncé, mais il y a parallèlement beaucoup de places de fonctionnaires qui sont annoncées à être supprimées. On parle quand même de 120 000 postes dans la fonction publique. Que je sache, la justice, comme les prisons, c'est aussi des services de l'État et donc ils seront certainement concernés. Ça, je
pense que les annonces qui ont été faites, il y a du bon sens, mais elles sont perfectibles. Et je pense que à l'occasion de la procédure pénale et des textes que nous aurons à étudier, je souhaite que le ministre et la ministre soient attentifs à nos propositions pour vraiment être efficaces sur le terrain ensemble, parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière en France. Un dernier mot, justement, Laurent Pietraszewski. À quel terme la France pourra enfin ne plus avoir honte de ses prisons? Et je vous réponds tout de suite, Marion Bécard. Un tout petit mot, parce que ma collègue était inquiète, et juste lui dire, mais elle le sait, je crois, qu'il a été prévu, au terme d'un accord, d'ailleurs vous le savez, avec les personnels pénitentiaires et leurs représentants, il a été acté 1100 postes supplémentaires. 1100 postes supplémentaires par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, en 4 ans, pour la fonction pénitentiaire. Donc voilà, votre inquiétude, je dirais, je peux l'entendre, mais c'est pas sur l'année. Pour ce qui est sur la pénitentiaire, sur plusieurs années et la crise est là. C'est ça. La difficulté, c'est que effectivement, je veux pas jeter la pierre sur ce qui a été fait avant. Chacun a essayé de bien faire, j'imagine. Mais sans doute qu'en matière d'investissement dans les prisons, nous avons collectivement trop tardé et qu'il faut aujourd'hui avancer. Je réponds à votre question. Quand est-ce que nous n'aurions plus honte de nos prisons? Je crois qu'on sera en situation de se dire que nous avons à la fois mis en place un système qui est exigeant vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas à la règle et en même temps qui fait preuve d'humanité. Voilà, c'est un objectif et je crois que ça correspond exactement à ce qu'a proposé le président de la République. Merci. Mais en tout cas, il y a très peu de peines qui sont exécutées pour un mois. Merci à vous. Merci Marietta Karamanli, Laurent Pietraszewski d'avoir participé à ce débat.